Radio-Guinée USA émettant à partir de Washington. Suivez avec moi tous les samedis à 15h heure de Washington, 20h temps universel Washington Débat, une émission des services de programme de Radio-Guinée USA émettant à partir de Washington. Radio-Guinée USA, c'est cette première radio numérique praticable à www.rgusa.net. Vous pouvez aussi écouter nos émissions en différé sur votre téléphone portable à partir des États-Unis en composant le 209 647 99 et le code ici est le suivant 67 21 37. En direct sur Radio Guinée USA, votre émission de tous les samedis Washington Débat, l'émission des grands débats politiques, économiques et socioculturels. Washington Débat animé par Georges-Léonard Pignaud, c'est tous les samedis sur nos antennes. Connectez-vous, mesdames et messieurs, en cliquant sur www.rgusa.net ou appelez le standard de la radio et participez en direct sur nos antennes tous les samedis en composant le 209 647 16 00 et le code qui suit c'est le 67 21 37. Encore une fois, pour participer à Washington Débat en direct tous les samedis sur nos antennes, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices, il suffit de composer le standard de la radio qui est donc le suivant 209 647 16 00 et le code qui suit est le suivant 67 21 37. Washington Débat, c'est tous les samedis à 15h heure de Washington, soit 20h temps universel. Pour vos critiques et suggestions, pour vos dédicaces, une seule adresse, contact@rgusa.net. contact@rgusa.net ou à washdeba@gmail.com. Washdeba, ça s'écrit donc WASH débat DEBATS ou à commercial gmail.com. Washington Débat, c'est cette émission qui vous parvient tous les samedis en direct sur nos antennes à partir de 15h heure de Washington, soit 20h temps universel. Washington Débat, cette émission des grands débats est animée par Georges-Léonard Pignaud. Merci de vos correspondances et à bientôt sur nos antennes. 15h03 Washington, 19h03 en temps universel coordonné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur nos antennes. Washington Débat, 78e édition en direct de Washington en ce samedi 7 juillet 2012. Mesdames et messieurs, voici donc les principaux thèmes de cette édition que vous anime Georges-Léonard Pignaud, assis confortablement dans le studio central de Washington, ici pour la coordination et la présentation. Washington Débat, 78e édition en Guinée. Quelle analyse faites-vous de la décision de la Cour d'appel de Conakry tombée lundi dernier, annonçant donc la liberté pour le général Nuhu Thiam et ses co-détenus pour un non-lieu dans l'attaque du domicile privé du chef de l'État. Nous étions le 19 juillet 2011, toujours en Conakry. Alors, mesdames et messieurs, en Afrique, la crise malienne a retenu notre attention. La crise malienne s'enlise aux yeux de la communauté internationale qui semble afficher son impuissance. Pourquoi un tel mépris à l'égard du Mali, ce beau pays d'Afrique de l'Ouest? Que peut encore faire la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dans cette crise débutée il y a maintenant un peu plus de 4 mois? Mesdames et messieurs, pour participer donc au débat, composez ce numéro ci-dessous, 209 647 16 00. Le code qui suit directement, après avoir donc composé ce numéro, est le suivant, 67 21 37. Vous pouvez également nous réécouter quand vous n'êtes pas en live avec nous, comme maintenant, au téléphone en composant le 209 647 16 99. En utilisant toujours le même code 67 21 37. Alors vous pouvez écouter également nos émissions en différé sur l'internet à www.rgusa.net.
Nous sommes présents également sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication. Mesdames et messieurs, il est 15h06 à Washington, 21h06 à Bukavu, dans le sud Kivu, là-bas où nous saluons Madame Marie-Rose Bora, Madame Rosine Jacabé et Madame Chantal Faïda, toutes auditrices panélistes à Radio Guinée USA, et maintenant à partir de Washington. Nous n'oublions pas également notre confrère Koudra Maliro, El Hadj Koudra Maliro, qui anime une grande radio partenaire à Radio Guinée USA, qui va devenir bientôt Radio Top Africa pour le bonheur des Africains et de la communauté africaine des États-Unis. Mesdames et messieurs, le standard est ouvert donc 209 647 16 00 et le code qui suit, bien entendu, c'est le 67 21 37. Nous allons commencer cette édition par quelques informations, bonnes informations, dans la région métropolitaine de Washington, d'où nous émettons. Nous vous apprenons que la chaleur torride qui s'abat sur la région continue donc de sévir et très gravement, car il y a eu des morts, hélas, enregistrées dans la région métropolitaine de Washington, notamment en Virginie, en Maryland et dans le district spécial de Columbia, capitale de la République, capitale des États-Unis. Vous l'avez compris, c'est United States of America, notre beau pays. Alors, le standard est ouvert, dis-je. Alors, en information, sachez aussi que le grand joueur Gaël Amour fait actuellement des répétitions avec l'autre star de la musique africaine, Finky Amulongo, qui font des duos actuellement. Et toute la semaine, ces artistes du Nimba, de la fondation Bateau Nimba, donc se retrouvent pour répéter. Et sachez aussi que l'autre artiste de la fondation Bateau Nimba, pour la paix et la culture, Youssef Keita, dit donc Supernova. Supernova est en train de tourner actuellement son clip vidéo pour le bonheur de l'Afrique et des mélomanes. Et Supernova est en contact avec un grand studio de production basé là-bas à Fairfax, en Virginie. Alors, mesdames et messieurs, voilà un peu quelques informations. Nous voudrions aussi profiter de cette occasion pour dire, souhaiter joyeux anniversaire à Gaël Amour qui fête aujourd'hui son anniversaire ici dans la région métropolitaine de Washington. Ce sera également l'occasion dans cette émission, si les dieux de la communication sont avec nous, nous aurons l'artiste en live. Alors, mesdames et messieurs, sachez aussi que le déraillement de train est survenu hier dans la capitale fédérale, ici en banlieue donc de Washington, sur la ligne verte en direction de Greenbelt, Washington DC, le déraillement de train qui était survenu dans la station de métro de West Hyattsville, alors n'a pas connu de victimes, et Dieu merci. Donc tous les 55 passagers à bord ont été donc secourus par les braves soldats de feu et les secouristes, donc les ambulances et les policiers dans la région ici. Bravo donc à nos soldats de feu, bravo donc aux secouristes, bravo à la police de Maryland. Alors, mesdames et messieurs, les causes de cet accident ne sont pas encore très bien connues, mais nous avons appris que c'est la chute, donc la forte chaleur ici dans la région qui aurait quelque part causé ce déraillement de train. Nous aurons d'amples informations avec nos spécialistes maison qui sont déployés sur le terrain et dans la région. Mesdames et messieurs, revenons donc au sujet du jour, la libération à Conakry, cette libération qui se fait toujours attendre. Nous apprenons que le général Nourcham et ses co-détenus dans l'affaire dite donc du 19 juillet, ce jour-là, une partie de l'armée qui s'est mutilée a attaqué à main armée donc le domicile privé du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, domicile César Kipé là-bas dans la banlieue nord de Conakry. Heureusement, ce jour, le président est sorti sain et sauf avec sa famille. Mais depuis là, donc, un an presque jour pour jour,
ce dossier, ce feuilleton a fait couler encre et salive, et des généraux comme Nourcham et commandant Bao et d'autres, Alidor Ba, ont été donc arrêtés et détenus dans les prisons de Conakry en attendant que les enquêtes se poursuivent. Ces officiers supérieurs de l'armée, je vous rappelle que le général Nourcham était le ancien chef d'état-major général de l'armée, ce qui n'est pas une petite affaire, un homme important donc de la hiérarchie militaire de l'armée guinéenne. Le général Nourcham et ses co-détenus ont comparé plusieurs fois devant les tribunaux de Conakry, et cette fois-ci, c'est la cour d'appel de Conakry qui a pris un acte le lundi dernier pour dire que le général Nourcham et ses co-détenus, 14 co-détenus, ne sont pas coupables. Donc, il y a un non-lieu. Ces détenus devraient en principe être libérés depuis là. Mais après, donc, l'arrêt de la Cour, ces détenus cherchent toujours à retrouver leur liberté. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Nous remontons un peu l'histoire. 22 décembre 2011, 2010, j'allais dire, le président sortant, le général de corps d'armée, le général Sekouba Konaté, a passé le témoin au président donc démocratiquement élu de la Guinée, le professeur Alpha Condé, qui devenait donc troisième, pour ne pas dire quatrième président démocratiquement élu de la République de Guinée. Premier président démocratiquement élu, quatrième chef d'État, pour d'autres cinquième chef d'État, car la Guinée a connu donc des chefs d'État que sont Ahmed Sékou Touré, Feu Ahmed Sékou Touré, Feu Louis Lansana Biavouki, Feu Lansana Conté, général Lansana Conté, Dadis Camara, et donc le capitaine Dadis Camara, Sekouba Konaté, et actuellement le professeur Alpha Condé, ce qui fait beaucoup pour un pays comme le nôtre. Alors, ces généraux sont aujourd'hui écroués à la maison d'arrêt centrale de Conakry en attendant que le jugement, l'arrêt de la cour d'appel de Conakry soit respecté, mettant donc ces officiers supérieurs de l'armée et officiers et sous-officiers, hommes de rang, pour donc recouvrer leur liberté. Mais jusque-là, nous nous attendons que l'arrêt de la cour soit respecté. Alors, selon le parquet général de Conakry, près de la cour d'appel de Conakry, toujours après avoir rendu donc cet arrêt lundi, nous étions lundi donc 2 juillet, il faut effectivement 6 jours pour la cour pour que l'arrêt soit respecté. Ce qui veut dire que la cour a le droit de garder ses détenus, ses co-détenus, pendant 6 jours après donc avoir pris cet arrêt, après avoir rendu public cet arrêt. Donc du lundi, donc nous sommes aujourd'hui 7. Alors, il reste encore 2 jours à la cour pour que ces co-détenus, ces détenus de grands noms puissent être soit libérés, soit gardés pour des raisons que la cour seule pourra donc nous dire. Mais pour l'instant donc, et pour le bonheur des auditeurs et mélomanes de la capitale, nous allons donc écouter quelques morceaux de la grande dame de la musique africaine. J'ai nommé donc Myriam Bell qui nous vient du Congo. Vous avez compris, le grand Congo, la République démocratique du Congo. Écoutez, mesdames et messieurs, nous vous reprenons dans un instant. Voilà, pour nos auditeurs et auditrices, vous écoutez un extrait sonore de l'album Oh Mama de Myriam Bell. Le temps pour nous de dire bonjour et bienvenue sur nos antennes du politologue guinéen, Nima Chérif François. Un bonjour à nos amis du côté de la lagune Ébrié, Londri Kio, Anité Kona, qui sont rentrés à Abidjan. Ils étaient nos invités le week-end dernier sur des questions de l'entrepreneuriat africain. Ils sont arrivés au pays, au bord de la lagune Ébrié, à Abidjan, et ils nous ont envoyé des courriers. Un bonjour également à Aliou
Oumarou, qui nous écoute du côté de Niamey, qui est aussi rentré. Ali Oumarou, sans oublier notre ami Edom Madi, au Congo-Brazzaville. Le temps pour nous de dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Dollyville, à là-bas, dans la capitale congolaise. Et de là, nous traversons le fleuve Congo pour se retrouver dans le sud de Bukavu, Goma, Beni, Bujumaï, sans oublier nos amis de Lubumbashi. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Bogota en République de Guinée. Sans oublier nos nombreux auditeurs de Zukweta, de Suluta, de Zerekore Zalisiri, de Dieke dans la préfecture de Yomu, à quelques microns de la République du Libéria. Bonjour à tous nos auditeurs de Weyakore, à quelques kilomètres de Lolaville. Sans oublier nos nombreux auditeurs du côté de Silver Spring. Bonjour à Désiré Aimant du côté de Paris. Et avec lui, toute la communauté burkinabé. Bonjour à nos auditeurs de New York City. Buvez beaucoup d'eau car la chaleur est torride. Et la température ne cesse de monter. Vous écoutez en ce moment même Washington Débat dans sa 78e édition. Merci Myriabel. Nous allons joindre l'utile à l'agréable. Merci à vous. On vous reprend dans un instant. Et le comité d'organisation de la Fondation Ngbatonimba fera tout pour qu'un jour Myriam Bell vienne nous chanter à Washington DC avec à ses côtés le Kassa Yabong. Merci à vous. Alors, Monsieur Chérif Nimasso François, après cette détente musicale, nous vous accueillons avec joie sur les antennes de Radio Guinée. Comment allez-vous pour commencer? Alors, Chérif Nimasso François, est-ce que vous portez votre casque? Le politologue apparemment s'est laissé apporter par la musique. Alors dès que vous êtes disponible, faites-nous signe. Alors Chérif Nimasso François. Oui, je suis à l'écoute, mais je suis derrière le volant. J'étais à une rencontre avec Guinean Diaspora Network, une organisation qui veut se créer. Alors je viens de sortir de la salle pour suivre et reprendre les émissions. Donc je suis à l'écoute. Très bien. Je vous suis, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, M. Chérif Nimasso François, qui, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, est leader de communauté également, car c'est le président intérimaire sortant de l'Aregifa, mais à côté de ça, il est président, leader de communauté. Il continue les rencontres avec la haute hiérarchie ici au pays de l'oncle Sam. Alors, M. Chérif Nimasso François, je le disais tantôt que la Cour d'appel de Conakry a rendu un arrêt public, c'était le lundi dernier, arrêt dans lequel des grands noms de l'armée guinéenne, comme le général Noutiam et le commandant Bao et ses co-détenus, donc, qui croupissaient dans la prison centrale de Conakry pour tentative d'assassinat, attentat à la vie du chef de l'État. Nous étions le 19 plutôt, juillet 2011. Presque un an jour pour jour, ce dossier suit son cours et des rencontres, plutôt des jugements ont été rendus, des ententes ont été donc faites au niveau des cours des tribunaux de Conakry. Et grande fut donc la surprise du commun des mortels du peuple guinéen. Le lundi dernier, nous étions également le 2 juillet donc, où la Cour d'appel de Conakry a rendu public son arrêt, lequel arrêt prononce ici un non-lieu contre ces généraux et officiers supérieurs de l'armée pour donc nous résumer. Cela veut dire que, en principe, le général Noutiam et ses co-détenus devraient désormais être libres de leur mouvement, rentrer chez eux, et donc ils ne sont pas coupables car il y a un non-lieu. Vous qui avez
faire vos humanités en économie et en droit en Guinée et ici aux États-Unis. Qu'est-ce que ce jugement, qu'est-ce que cet arrêt vous dit, vous donne comme impression, comme analyse, Monsieur Chérif Nima François? Bon, merci Georges encore une fois. Je voulais d'abord dire, exprimer un sentiment de soulagement par rapport aux hommes en uniforme, aux colonels et officiers de rang qui vont recouvrer ou qui viennent de recouvrer leur liberté après les accusations. Et deuxièmement, c'est un signe que quelque part, nous tendons vers un système de justice plus ou moins équitable. Si les faits qui les ont été reprochés ont été rejetés par la Chambre de la mise en accusation, donc je voulais dire que la justice est en train peut-être de prendre forme en Guinée. Bon, ceci dit, c'était malheureux, après l'événement du 19, tous les Guinéens épris de paix ont condamné avec rigueur toute forme de prise de pouvoir par la force ou toute forme d'assassinat d'un être humain. Nous avons tous condamné l'acte. Mais que cela retienne, il y a eu des langues, il y a eu des doutes qui ont été relevés après l'attaque, puisque les experts qui sont chargés de déterminer les balles utilisées ou les experts en balistique, qui devraient aller déterminer les origines plutôt des balles qui ont été et des roquettes qui ont été tirées sur le bâtiment du président de la République, n'ont pas eu la chance de faire le travail de façon équitable. Donc avant même les experts, ils ont déjà procédé à des arrestations dans la soirée et le matin, et RFI était en direct au moment même que l'acte se produisait au domicile du président. C'est vrai. Cela a créé des doutes, et nous le savons, et il a fallu qu'aujourd'hui la justice guinéenne libère ses officiers pour qu'on se demande est-ce que réellement il y a eu l'attaque. Puisque les rumeurs, je dis bien les rumeurs, ont couru dans les rues de Conakry comme quoi les balles seraient venues de l'intérieur du bâtiment, donc orchestrées peut-être par l'entourage du président pour faire peur au président ou pour que d'autres officiers dans les rouages du président puissent profiter de l'occasion pour se débarrasser de certains officiers qui traitaient menaçants ou qui pouvaient à la longue prendre ou récupérer leur poste. Et donc ces doutes aujourd'hui existent encore, surtout qu'on vient de mettre en liberté, ou on va mettre en liberté ces officiers supérieurs de l'armée. Mais malheureusement, le constat est déjà qu'il y avait eu un décès. Et il faut qu'on évite, nous qui voulons la démocratie, qui est, comme nous la considérons, comme sous-développement, du épanouissement, et qui peut permettre à chaque individu d'atteindre ses objectifs. Nous ne voulons pas encore une fois que nous retournons au point de départ. 50 ans, c'est beaucoup. Nous ne pouvons même pas nous nourrir encore jusqu'à présent. Et si sur le plan politique nous faisons des avancées, je crois dans l'ensemble nous pouvons aller, tous les autres domaines peuvent prendre forme quand il y a une stabilité politique, parce que tout en dépend. Donc pour te dire, c'est une fierté pour le peuple de Guinée, c'est une fierté pour l'armée guinéenne, et c'est une fierté exceptionnellement pour les familles des accusés, mais de façon regrettable. Il faudrait que la justice un peu évolue en vite, puisque il y a des heures, des jours que la loi ordonne, il n'est pas accusé de libérer, d'emprisonner les gens qui ne sont pas, et finalement on les libère sans dommage et intérêt. Ils ont perdu des boulots, ils ont été humiliés par la nation et par le pouvoir politique, alors qu'ils étaient des innocents. Je crois qu'il faut un peu, faut que le pouvoir en place et le système judiciaire fonctionne dans l'équité.
C'est-à-dire que tous les Guinéens doivent être égaux devant la loi et que la loi doit être appliquée à tous les Guinéens, c'est l'exception. Merci, et sur cela, je voulais, ça c'est la dernière recommandation, pour ne pas que d'autres pensent que c'est politique. Voilà. Donc, merci Georges, je vous suis. Merci. Voilà, c'était le politologue guinéo-américain, Shérif Nima François, qui a fait ses humanités ici à American University, dans le district de Columbia. Il est 15h28 en heure locale, 19h28 à l'Abbé. Alors, mesdames et messieurs, notre émission se poursuit. Georges Léonard Sagno dans le studio central de Washington pour la coordination et la présentation. Washington Débat, en sa 78e édition, se consacre à la Guinée et au Mali, deux pays mitoyens, deux pays comme je le dirais, sécouturés au Modibo Keïta, deux poumons d'un même corps. Nous allons donc essayer de prendre un auditeur en ligne, messieurs ou madame, dont le numéro se termine par le 91-90. Bienvenue à Radio Guinée, qui va devenir très bientôt Radio Top Africa, pour le bonheur des communautés africaines et de l'Afrique, pourquoi pas du monde entier. Alors, mesdames et messieurs, messieurs ou madame, bienvenue encore une fois sur les antennes. Vous avez le micro pour vous prononcer là-dessus. Que pensez-vous du non-lieu prononcé par la Cour d'appel de Conakry? Allô, monsieur, dont le numéro est le 382, pardon, 91-90. Vous avez l'antenne et j'espère que vous portez votre casque, vous nous écoutez 5 sur 5, n'est-ce pas? Bonsoir pour commencer, oui. messieurs et dames. Oui, bonsoir Georges, c'est Mandela. Très bien, monsieur Mandela, très bien, Mandela. Alors, Mundele et Abongo, merci de nous rejoindre dans cette émission. Mandela, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que Mandela est un grand artiste, cinéaste de Nollywood, et il est désormais du sérail de la fondation Batoniba. Batoniba qui a regroupé une brochette d'artistes dans la capitale fédérale ici. C'était le week-end du 23 juin dernier, soirée gala au cours de laquelle les artistes africains, 7 au total sur 9 invités, se sont produits pour le bonheur de l'Afrique. Alors, M. Mandela est manager, il est donc producteur de musique. Il actuellement manage des artistes comme Pat Lecha, Pinky Amulongo et tant d'autres, Gaël Amour. Alors, M. Mandela, quelle est l'actualité qui domine ce soir dans la région de Washington? En tout cas, dans la région de Washington, on est là, on est très content. On remercie d'abord la communauté guinéenne pour la soirée gala, c'était formidable. On a beaucoup aimé et ça fait bouger l'Afrique. Les États-Unis en Afrique, bien sûr. Donc, nous vous en remercions beaucoup. Moi, au nom de tous les artistes qui étaient là, et je cherche vraiment beaucoup à vous remercier pour l'organisation et pour l'invitation aussi, quoi. Voilà. Merci également à vous, car tout le peuple de Guinée, les Africains qui étaient présents ou absents, ont y apprécié à travers ce que vous avez fait, les prestations. Alors, la Fondation aussi vous est reconnaissante et nous espérons que d'autres soirées gala, plus ambiantes, plus organisées, plus époustouflantes, auront lieu, n'est-ce pas, dans la même région, M. Mandela? Oui, nous serons de la partie, donc, et ça, je profite de l'occasion pour lancer l'invitation à tous les Africains en vivant ici à Washington, pas seulement à Washington, nous vivons ici en Amérique, de faire un effort d'y participer, parce que c'est une histoire d'Afrique et l'Afrique doit rester un et uni. C'est regrettable de voir ce qui se passe dans nos pays, mais nous qui sommes à l'extérieur, nous pouvons changer de choses. Voilà, le message est entendu, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices de Radio Guinée USA. Il est 15h32 à Washington, 21h32 à Bukavu, dans le sud de Kivu. Nous sommes en République démocratique du Congo. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Lubumbashi, là-bas au pays de Kabila. Et un bonjour également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Beni, de Bujumaï, de Kananga, la belle ville derrière la Banque centrale. Notre premier auditeur là-bas à Kananga s'appelle Adolphe Mundi. Merci à vous, merci également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Cape Town en Afrique du Sud.
Mesdames et messieurs, l'émission se poursuit. Revenons à notre émission. La Guinée et le Mali polarisent l'actualité aujourd'hui sur les antennes de Radio Guinée qui va devenir très bientôt, je vous le dis encore une fois, mesdames et messieurs, Radio Guinée, Radio Top Africa, praticable à www.radiotopafrica.com. Ce sera donc dans les jours à venir pour le bonheur des Africains des États-Unis, car vous avez compris, le message est signé de Mandela, Noblesse Mandela, qui est artiste, cinéaste en Hollywood, producteur, manager. Ah, il a beaucoup de cordes à son arc, car vous savez, l'Afrique est multidimensionnelle. Monsieur Mandela lance l'appel ici pour que les Africains se donnent la main, l'Afrique reste unie, donc le panafricanisme doit être dans les cœurs de tous les Africains vivant en dehors du continent américain ou à l'intérieur du continent américain. Mesdames et messieurs, le sujet qui nous regroupe donc, c'est le non-lieu prononcé dans l'affaire de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. Nous étions le 19 juillet 2011. 19 juillet 2011, 2 juillet 2012, presque un an jour pour jour, que les généraux de l'armée, certains généraux de l'armée guinéenne et d'autres officiers supérieurs et officiers, cadres, hommes de rang, comme on le dit, soldats et hommes de rang, ont été donc interpellés par la justice guinéenne pour les enquêtes sur l'attentat contre le domicile du chef de l'État. Mais grande fut la surprise et bonne fut la nouvelle dans les familles des victimes ou des détenus, car le lundi dernier, le parquet de la chambre mise en accusation logée dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry, là-bas au sud-est de Conakry, à Boulbiné, a rendu donc un appel, un arrêt, a rendu public un arrêt. Le dit arrêt affirme qu'il y a un non-lieu dans le cas du général Nourtiam et les commandants Bao et autres. Ils sont 14 au total. Et depuis donc lundi, ces co-détenus, ces pensionnaires de la maison centrale de Koronti, là-bas à Kaloum, cherchent toujours le chemin de leur maison. Et en d'autres termes, ils sont toujours détenus. Et le parquet a donc expliqué qu'après donc l'arrêt de la cour, ces détenus peuvent être gardés pendant 6 jours pour que l'arrêt soit exécuté. Nous sommes également le 7 juillet. Et comme c'est le week-end, alors il faut attendre lundi et mardi pour comprendre ce qui se passe dans cette affaire. Direction donc Baltimore City, où nous attend un auditeur et panéliste de Radio Guinée, messieurs ou madame, dont le numéro se termine par le 54 92. Vous êtes bienvenus sur les antennes de Radio Guinée USA, qui va devenir très bientôt Radio Top Africa. Alors, pour la radio, pour le continent africain. Merci donc de nous rejoindre dans ce grand débat. Mon nom, c'est Georges Demona Sagno. Alors, que pensez-vous donc du non-lieu prononcé dans l'affaire du général Nourtiam et ses co-détenus, messieurs ou madame? Allô, messieurs, dont le numéro se compose comme suit, 443 220 54 92. Vous êtes à Baltimore City ou en tout cas dans les environs et vous êtes bien sur les antennes de Radio Guinée. Vous avez l'antenne pour vous prononcer, messieurs ou madame. Allô? Apparemment, monsieur ou madame préfère rester à l'écoute. Dès que vous êtes disponible confortablement assis et que vous êtes prêt à parler, faites-nous signe. Alors, mesdames et messieurs, voici quelques réactions après donc l'arrêt de la cour d'appel de Conakry dans l'attaque contre la résidence privée du chef de l'État à Kipé. Quelques citoyens de Conakry se sont donc prononcés au micro de nos confrères de Guinée News. Alors, on prend une première réaction. Ce monsieur est juriste. Il s'appelle donc Salifou Fofana, juriste. Il dit que les magistrats guinéens montrent ainsi à la face du monde qu'ils ne sont pas des marionnettes. C'est avec un sentiment de joie que j'ai accueilli le non-lieu prononcé le lundi dernier. Aujourd'hui, les magistrats guinéens montrent ainsi à la face du monde qu'ils ne sont pas des marionnettes. Je me rappelle qu'après une sortie médiatique du président Alpha Condé, des personnes avaient vite fait d'affirmer que la justice est aux ordres du président de la République. Je fais pleinement confiance à la justice de mon pays et j'espère que les autres qui sont encore dans les liens de la détention bénéficieront d'un procès équitable.
inacceptable. Ça, c'est la réaction de M. Fofana, qui est magistrat de profession. Une autre réaction, Malado Diallo, consultant. Tout le monde sait que l'attaque contre la résidence du chef de l'État était un montage. Ah, ça c'est une autre réaction. Tout le monde, alors M. Malado Diallo poursuit. Tout le monde sait que l'attaque contre la résidence d'Alpha Condé était un montage. On voulait juste éliminer des citoyens qui dérangeaient le pouvoir. C'est le cas de Baouri qui, avant son exil, faisait peur à Alpha Condé. Pour le réduire au silence, il fallait l'accuser d'être impliqué dans ce montage. Je ne comprends pas le silence de Cellou Dalein Diallo, qui est le leader de l'UFDG, un des grands partis de Guinée, qui ne se prononce pas publiquement sur le cas de Baouri. On voit maintenant que les 14 personnes qui ont bénéficié d'un non-lieu ont été accusées pour rien. À leur sortie de prison, je les encourage à porter plainte contre l'État. Quant aux autres dont les dossiers ont été renvoyés, leur sort est déjà scellé. Ce n'est que le secret de Polichinelle. Alors, ils seront tous condamnés à de lourdes peines, notamment Baouri, dont l'ombre fait trembler Sékou-Touré. Sékou-Touré, je vous rappelle que c'est la présidence guinéenne, car on sait que la justice guinéenne n'a pas les mains libres. Ça, c'est M. Diallo qui réagit. Bourama Silla, diplômé sans emploi, il est donc au chômage. Alors, à plusieurs reprises, on a annoncé le début du procès des personnes impliquées dans l'attaque du domicile du chef de l'État. Donc, logiquement, on s'attendait à ce qu'ils passent un à la barre pour être jugés. On n'a pas vu cela. Après une année de détention illégale, on reconnaît finalement que 14 personnes sont innocentes. Sur quoi les juges se sont-ils basés pour prononcer ce non-lieu? Point d'interrogation. Pendant combien de temps les autres qui n'ont pas bénéficié du non-lieu resteront-ils en prison? S'interroge toujours M. Silla. Ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que le domicile qui a été l'objet d'attaque a été précipitamment renouvelé. Il y a encore des zones d'ombre dans cette affaire. Je reste encore sur ma faim sur ce non-lieu prononcé. Ça, c'est signé de M. Silla, diplômé sans emploi. Jeanne Kouker, ménagère, fait confiance à notre justice. Cela fait un an que des personnes ont attenté à la vie du président de la République. Grâce à Dieu, le président s'en est sorti indemne. Et Mme Jeanne de poursuivre. Après cela, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de plusieurs personnes qu'ils soupçonnaient d'être impliquées dans l'attaque de la maison du président. Si aujourd'hui la justice trouve que 14 personnes sont innocentes, tenons-nous à cette décision de justice et faisons confiance en notre justice. Je vous rappelle que ces réactions ont été rassemblées par notre confrère Serge Lamand de Guinée News. Alors revenons dans le débat, mesdames et messieurs, pour donc essayer de mieux comprendre. Alors, monsieur Chérif Nima François, vous êtes politologue guinéen, guinéo-américain. Vous venez de suivre ces différentes réactions. Qu'est-ce que cela suscite en vous? Oui, bon, une fois encore, Georges, c'est pour dire que en matière de la liberté de presse, en Guinée, il y a eu des avancées significatives, malgré que les médias publics sont toujours exclusivement réservés pour rendre service au pouvoir en place. Mais ce qui s'est passé en Guinée, je crois que c'est, comme j'avais déjà dit, c'est une bonne nouvelle pour toutes les familles des victimes et les victimes elles-mêmes. Et c'est aussi une fierté pour les magistrats, pour la justice guinéenne, qu'on ne peut même plus accuser quelqu'un, mais que cela ne tienne, j'avais dit, les dérapages ont été constatés à partir du moment que il fallait un an. Ils ont passé presque un an en détention avant que la vérité ne soit connue. Oui, mais M. Chérif Nima François, ce qui attire notre attention dans les réactions, c'est qu'il y a deux personnes. Il y a une première personne qui demande que, une fois que ces détenus soient libérés, qu'ils portent plainte contre l'État guinéen. Pensez-vous que cela est possible en Guinée? Oui, j'avais même mentionné moi-même, j'avais dit quand l'État n'a aucun droit de priver un citoyen guinéen
de ces droits de mouvement, d'aller, de venir, de travailler. Donc, ils ont été humiliés, ils ont été dégradés, ils ont socialement, et d'autres ont perdu les femmes, d'autres ont connu des divorces, et d'autres sont tombés malades, ils ont été maltraités. On a vu la photo de De Gaulle ensanglanté après son arrestation devant la présidence elle-même. Donc, il y a eu des victimes. Et le droit guinéen dit, si l'État a failli ou un citoyen a failli, si c'est un citoyen, il repart. C'est le dommage causé. Si c'est l'État repart le dommage causé. Et dans ce cas précis, l'État a causé dommage aux individus innocents qui ont passé presque une année en prison, qui ont été maltraités, humiliés, qui ont perdu tous les honneurs. Donc, vraiment, si on veut que la justice va jusqu'au bout, c'est pas seulement de satisfaire un homme politique qui est au pouvoir, mais d'aller jusqu'au bout en demandant à l'État de payer les dommages et intérêts. Mais encore une fois, la justice n'agit pas en groupe et les individus ont le droit de prendre des avocats et porter plainte contre l'État. Parce que l'État qui a abusé de leurs droits ne va pas agir. Donc, c'est civil, c'est pas criminel. Et quand c'est civil, la responsabilité repose sur celui qui veut être dédommagé. L'autre aspect que j'allais me prononcer là-dessus, c'est le comportement du pouvoir central en Guinée après les attaques et après le non-lieu contre les accusés. Je pense qu'après l'attaque et après le prononcement de ce non-lieu, le pouvoir devrait un peu reviser l'appareil des services de renseignement et de sécurité autour du président et infliger des sanctions aux services de sécurité qui n'ont pas marché, aux services de renseignement qui n'ont pas marché. Mais c'est au regret qu'on avait laissé tous les services de renseignement en place qui doivent protéger le président et la sécurité de l'État guinéen. Et on a laissé les chefs de gendarmes, les chefs militaires à leur poste. On a laissé même le commissariat le plus proche. On a laissé le commissaire à sa place. On a laissé les chefs de la sécurité présidentielle à leur place. On n'a touché personne. Mais ils ont pris des innocents militaires, les foutre en prison et les libérer pour les dire que non, que il n'était rien dans l'affaire de l'attaque. C'est dommage. Oui, alors ce qui retient aussi l'attention de certains auditeurs, et vous avez écouté les réactions, c'est justement le mandat d'arrêt lancé contre Bahouri. Bahouri, vous le savez, c'est la deuxième personnalité du parti appelé l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, de El Hadj Cellou Dalein Diallo, qui fut le principal challenge du président actuel lors des élections de 2010. Et ce monsieur, il était aux États-Unis ici, nous l'avons eu dans cette émission, vous étiez là, vous avez écouté, il avait dit que c'était une machination. Et aujourd'hui, le temps a coulé, beaucoup d'eau a coulé donc sous le pont, et la justice guinéenne prononce un non-lieu. Est-ce que le cas de Bahouri, des affirmations, les propos tenus par Bahouri au lendemain donc de ces attaques, nous étions au mois d'août quand il était aux États-Unis, nous l'avons eu ici encore une fois sur les antennes de cette radio, et il avait affirmé qu'il connaissait Alpha Condé, que c'était une manière pour lui d'éliminer des opposants tels que lui-même, Bahouri, des militaires très gênants dans les rangs de l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire donne raison à M. Bahouri, qui aujourd'hui fait l'objet de mandat d'arrêt, n'est-ce pas, M. Chérif Nima François? Exactement, M. Georges, c'est une analyse juste. Moi, je veux donner une analyse objective à ce qui s'est passé. Bahouri n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'opposants, y compris même notre frère Faya Milimono et tant d'autres, Babadiko, tant d'autres. Ils ont eu des doutes, y compris une grande partie de la population, et la communauté internationale a émis des doutes sur l'attaque. Donc ce n'est pas une affaire de Bahouri, c'est une affaire de la communauté internationale qui a émis des doutes, c'est une affaire de la communauté nationale qui a émis des doutes, c'est une affaire même des coulisses du pouvoir qui ont émis des doutes sur l'attaque. Et aujourd'hui, Bahouri a eu seulement le courage politique de sortir et dire ouvertement. Donc, et ce que je venais de dire, pour dire qu'il n'y a pas eu de sanctions autour des services des hommes de sécurité, il n'y a pas eu de sanctions infligées à ceux qui étaient en charge de la sécurité du chef. Même le commissaire
le commissaire principal du commissaire de police de Ratouma qui est plus proche, ou de Pametou qui est plus proche, n'ont connu aucune réaction. Et les services de renseignement, tous sont restés en place. Donc, ce qui veut dire que la théorie de machination de la part du pouvoir central peut être raisonnablement bien fondée. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez en ce moment même Washington Débat en sa 78e édition, animée par Georges Léonard Sagno. Comme tous les samedis, mon invité du jour, Chérif Nima François, Monsieur Noblesse Mandela, et le temps pour nous de dire bonjour à Madame Chantal Faïda, analyste économiste à Radio Guinée USA, basée à Goma, la belle ville volcanique à l'est de la République démocratique du Congo. Bukavu, Goma, Beni, où il est 21h48 en heure locale, 19h48 en temps universel, et à Conakry. L'occasion également pour nous de dire bonjour à Madame Yvonne Macquarie. Yvonne Macquarie, c'est notre consoeur de Radio Guinée qui séjourne à Abidjan, au bord de la Guinée ébriée. Yvonne Macquarie était partie pour les vacances et le retour se fait attendre. Également un bonjour à notre frère et ami toujours à Abidjan, Monsieur Roland Batoua. Roland Batoua est journaliste animateur dans une radio là-bas à Abidjan, capitale économique d'Afrique de l'Ouest, j'allais dire capitale économique de la Côte d'Ivoire. Bonjour également à tous nos amis du côté de Kinshasa, Ketan, Alphonse Mbouaki, et également à Emmanuel Boudas, l'impresario, sans oublier Victor Chibao Sou. Alors, bonjour également à Madame Marie-Rose Bora à Bukavu, sans oublier Alpha Sidibé, Alfousseni à Bamako, Koura, là-bas dans la capitale malienne. Bamako, il est 19h50. Et bonjour également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Pongé Village, toujours à quelque part de la présidence malienne, là-bas sur la colline de Koulouba. Et bonjour à tous ceux qui sont regroupés en ce moment même pour le week-end à l'hippodrome chez Pauline au centre de Bamako. L'émission se poursuit, mesdames et messieurs. Vous êtes également présents sur Radio Guinée qui est praticable à www.rgusa.net. Je vous rappelle que cette radio deviendra très bientôt Radio Top Africa. Ah oui, Top Africa, cette radio qui a de grandes ambitions. Nous allons prendre une petite pause, le temps pour nous de revenir dans cette émission. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Imaginez un monde sans barrières, imaginez un monde sans obstacles. Imaginez un monde où vous pouvez activement participer à la vie de ceux que vous avez laissés en Guinée comme si vous y étiez. Moi, je vis aux États-Unis et j'achète les denrées alimentaires à ma famille tous les mois sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, le riz, l'huile, la farine, le sucre, la tomate, le lait, les jus, l'eau minérale et bien d'autres produits. Franchement, cette affaire T-Mark, c'est mon affaire. Moi, je vis au Canada et je recharge le téléphone de mes parents chaque semaine avec tmarkguinée.com. Vraiment, je vous dis merci T-Mark. Moi, je suis en France et j'ai finalement réussi à avoir un terrain avec T-Mark. Maintenant, T-Mark m'aide à construire la maison de mes rêves. Ça représente beaucoup pour moi. Moi, je vis entre les avions, mais je peux contrôler directement l'évolution de mes chantiers en Guinée avec T-Mark. J'achète tout ce qui rentre dans ma maison sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, ciment, bloc, granit, sable, gravier, fer, bois et tout. Ça me facilite la vie, mais vous n'avez pas idée. Vous pouvez aussi faciliter votre vie. Visitez
tmarkguinée.com. Tmark, ça s'écrit donc www.tmarkguinee.com. www.tmarkguinée.com. C'est une société qui pousse les limites du possible. C'est un network de possibilités. C'est un réseau de facilité. C'est Tmark. Tmark, le marché au bout de vos doigts. Merci à notre maison, à la régie de Radio Guinée USA pour cette promo bien sonnée. Alors, également dans cette émission, mesdames et messieurs, un petit clin d'œil à la maison de production ici à Washington, appelée M2 Production, pour tous vos besoins de production de musique ou de cassettes CD, en tout cas production artistique, filmage, mariage et autres, contactez M2 Production. Et cette grande maison de production est domiciliée en Virginie. Et pour tout contact, vous pouvez appeler au 240 382 91 90. Alors, un clin d'œil également à nos amis de Tmark Guinée qui viennent donc de passer. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Baltimore. Baltimore où nous faisons donc clin d'œil à la compagnie R&B Shipping Company LLC for all your shipping needs, home pickup available. Alors, pour tous vos besoins de transport maritime en provenance ou en destination de l'Afrique, contactez R&B Shipping Company, piloté des mains de maître par M. René Diolamour et M. Alpha Barry. Ils sont tous joignables au 410 336 4300 ou au 410 258 32 60. Pour tous vos besoins de manutention, transport de bagages, de vivres, de voitures en provenance ou en partance des États-Unis pour la Guinée ou l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, contactez cette grande compagnie. Alors, elle est située à Baltimore City. Bonjour également et un clin d'œil à Techno Repair, Computer Sales, Computer Repair de Suleiman Diop. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que cette maison technique basée à l'angle de New Hampshire et Georgia Avenue, non loin du métro là-bas à DC, est pilotée par Suleiman Diop, ce jeune Sénégalais qui a offert donc un ordinateur flambant neuf à la Fondation Batoniba pour la culture et la paix en Afrique. Nous étions le 23 juin, lors du premier grand dîner gala dans la région métropolitaine de Washington. Le temps pour nous également de faire un clin d'œil à la maison, au cabinet SICA Immigration Alternative à Montréal. C'est donc le cabinet de Maître Alain Koné. Et pour vos besoins d'immigration, contactez Maître Alain Moriba Koné à Montréal. Il est au 514 835 67 68. Alors, un clin d'œil et nos remerciements à tous les artistes qui s'étaient mobilisés pour la Fondation Batoniba lors de son premier grand dîner gala. Je pense donc à Tofgon Magni, le reggaeman africain d'origine camerounaise, à Monsieur Noblesse Mandela qui est sur nos antennes, au DJ Patlocha, à la dame Marie Guilao, dite Yondo Sister du côté de Garden State là-bas à New Jersey, et sans oublier Denis Dilatif, chanteur, musicien, arrangeur. Je vous rappelle que ce jeune Ivoirien a notamment arrangé des artistes de renom tels que Sabré Soumano, notre compatriote de Guinée. Alors, bonjour également à Fikia Moulongo, Fikia Einstein, qui séjourne du côté de Maryland
Un bonjour au DJ You Tell Me du côté de Baltimore, sans oublier Gaël Amour. Gaël Amour qui fête aujourd'hui son anniversaire, ici même dans la région métropolitaine de Washington. Ce sera à African Congress, ex-African Congress, aujourd'hui appelé Come to Africa. Vous y trouverez également DJ Narcisse et DJ Pat Lecha. Nous serons de la partie suppléante Adieu pour honorer ce grand artiste Jouker qui a égayé les femmes de Washington lors du premier dîner gala. Voilà, mesdames et messieurs, notre émission se poursuit. Un bonjour à notre confrère et chef de studio, chef de notre antenne de Montréal, monsieur Fodeba Djoubaté et famille, qui séjourne actuellement du côté de Niagara Falls, là-bas, dans les chutes de Niagara pour les vacances d'été. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc poursuivre cette émission. Alors, monsieur Chérif Nima François, conclusion à tirer dans cette affaire qui fait actuellement la une de tous les journaux, le feuilleton du 19 juillet. Alors, s'il y avait une conclusion à tirer, que direz-vous pour le bonheur de la justice guinéenne, pour le bonheur du peuple de Guinée, monsieur Chérif Nima François? Oui, Georges, merci. Je crois que la conclusion qu'il faut tirer est qu'après une attaque de ce genre, la personne qui a selon les conclusions, les premières conclusions, qui était dirigée contre le président de la République, mérite une analyse et des enquêtes très très approfondies pour trouver qui est vraiment derrière l'attaque. Et c'est vraiment, j'avais dit, aujourd'hui, après l'attaque, Bahouri, qui est accusé dans l'affaire, a pu sortir de la Guinée. Alors, pourquoi les agents de la DST, c'est la Direction de surveillance du territoire, qui est une sorte un service de renseignement, qui devrait, à des pareilles circonstances, fermer toutes les frontières pour ne pas qu'il y ait des fugitifs présumés. Ça, c'est une faiblesse. Et je crois que le pouvoir central a le droit de corriger cela, puisque nous voulons être un État responsable, que chacun joue le même rôle. Si on est payé pour faire un service, pour rendre service à la nation, on exécute le service pour lequel on est payé. Ça, c'est un. Deuxième, le fait de libérer une partie ou certains officiers impliqués, supposés être impliqués dans l'attaque, ils sont innocentés aujourd'hui, ne met pas fin aux enquêtes. Un pays responsable doit savoir, le peuple de Guinée doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a libéré, c'est une fierté, mais d'autres sont détenus. Même ceux qui sont détenus, s'ils sont encore libérés après demain, ou s'ils sont condamnés, ce que c'est, on doit savoir qui est derrière l'attaque. Et si par hasard, l'attaque remontait à un leader politique, un opposant, ou quelqu'un, ou autour du pouvoir à la présidence, je crois il est question que dans les pays pauvres, pas seulement la Guinée, où on abuse le droit des citoyens pour rien, il est temps de nommer des procureurs spéciaux qui ne dépendent pas du pouvoir central, mais qui dépendent des législateurs, je veux parler des parlementaires, pour qu'une enquête indépendante, non pas de la volonté du pouvoir, non pas de la volonté d'une entité de l'État quelconque, mène des enquêtes et trouve des gens responsables. Et tous ceux qui soient du pouvoir, qui soient de l'opposition, quiconque est trouvé responsable doit répondre devant le peuple. Et les lois, les sanctions doivent être impliquées. Donc je pense qu'il faut que la justice, encore une fois, soit indépendante, puisque dans l'état actuel des choses, c'est le pouvoir exécutif qui pèse beaucoup. C'est le pouvoir exécutif, c'est le président qui nomme les magistrats même de la Cour suprême. Alors comment vous voulez avoir confiance à ces mêmes magistrats qui sont là, qui sont nommés? Donc je crois qu'il faut aller très vite. Et dès demain, on a des élections législatives organisées. Je crois qu'il faut que le nouveau Parlement ouvre une enquête sur l'attaque du président, du domicile du président, et nomme un procureur spécial pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Merci à M. Chérif Nima François, notre invité du jour, politologue et analyste guinéo-américain basé
à Washington, D.C., capitale fédérale des États-Unis. Washington, où il est 16h02 en heure locale, 20h02 en temps universel coordonné et 22h02 à Bukavu. Mesdames et messieurs, deuxième thème de cette édition, nous sommes samedi 7 juillet et il est 16h à Washington. Mon nom c'est donc Georges Lona Sagno. La crise malienne s'enlise aux yeux de la communauté internationale qui semble afficher son impuissance. Pourquoi un tel mépris à l'égard du peuple malien? Que peut-on faire? Que peut faire encore la CEDEAO, l'institution sous-régionale dans cette crise? Que peut faire l'Union africaine dans cette crise, mesdames et messieurs? Alors, au moment où nous sommes en direct, vous avez le bonjour de Radio Koudra Maliro, Koudra qui nous envoie des messages sur Facebook. Alors, mesdames et messieurs, nous allons écouter une grande dame africaine qui s'appelle Marie-Rose Bora. Marie-Rose Bora vit à Bukavu, dans le sud de Kivu, là-bas, en République démocratique du Congo. Pour la crise malienne, dit-elle, Marie-Rose Bora, c'est donc aux Maliens de régler leurs problèmes par le dialogue interne entre tous les Maliens. Il faut que ces derniers cherchent le nœud du conflit. De toutes les façons, la guerre ne bénéficie à personne, dit Marie-Rose Bora. Il ne faut pas attendre que le voisin trouve une solution. Entre dans vos foyers de quelqu'un. La communauté internationale doit jouer le rôle d'arbitre dans ce conflit, dit Marie-Rose Bora. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'elle est enseignante de profession et elle vit là-bas à Bukavu, dans le Kivu. Mesdames et messieurs, l'émission se poursuit donc. El Hadj Koudra Maliro cherche à nous joindre, mais du côté de la technique, j'espère que nous l'aurons tout à l'heure. En information, nous apprenons à travers l'agence de presse chinoise, Xinhua, qui est partenaire donc à Radio Guinée et Radio Top Africa. On apprend donc qu'un contingent de militaires guinéens a quitté Conakry ce samedi, ou devrait quitter plutôt ce samedi Conakry pour rejoindre la force en attente de la CEDEAO basée à Dakar. Alors voici ce que dit l'agence de presse, notre partenaire. Un contingent militaire guinéen quittera Conakry samedi pour la capitale sénégalaise en vue de participer au renforcement des capacités dans la force en attente de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a-t-on appris de bonnes sources. La cérémonie de départ de ces militaires, dont le nombre oscillerait entre 100 à 150 personnes, s'est déroulée vendredi dernier au camp Almami Samori Touré, sous la présidence du ministre délégué à la Défense, Kabele Kamara, en présence du chef d'état-major général des armées, Souleymane Kelefa Diallo. Certains observateurs pensent que cet empressement de la Guinée à déployer son contingent exprime la volonté du président Alpha Condé de contribuer à la normalisation de la situation dans le nord Mali. Le président guinéen figure parmi les chefs d'État de la sous-région qui plaident en faveur du déploiement d'une force au Mali. Il a fait savoir lors de son récent passage à Paris au sortir d'un entretien avec son homologue français François Hollande sur le perron de l'Élysée. Voilà donc cette dépêche qui nous vient de Xinhua, l'agence de presse chinoise. Alors, mesdames et messieurs, l'émission se poursuit. Monsieur Chérif Diman François, la crise malienne s'enlise, vous le savez. À Bamako, c'est une querelle de leadership entre l'ex-chef de la junte, le capitaine Sanogo Amadou, et le premier ministre Modibo Diarra, et le président par intérim, qui séjourne actuellement dans la capitale de l'Hexagone pour des soins médicaux, Djekounda Traoré, qui a été donc le 22 mai dernier attaqué à la présidence malienne située sur la colline de Koulouba là-bas, non loin de Point G village, Point G où je salue tous nos amis de Radio Djekafo. Alors, Chérif Diman François, quelle analyse faites-vous de la crise malienne qui s'enlise et qui semble n'intéresser personne, surtout la communauté internationale? Oui, généralement, c'est ce qu'on dit. Je crois que je suis de ceux-là qui pensent que les gens doivent prendre leurs responsabilités personnelles. Et je crois que Amadou Toumani, l'ancien président malien, a manqué, et surtout étant général, et n'a pas pu protéger ses frontières. Et quant à la suite de la guerre en Libye. Et les hommes responsables
qui alentouraient, qui avaient des pays frontaliers, qui étaient en charge des pays frontaliers avec la Libye, ont sécurisé leurs frontières, mais quant à lui, il n'a rien fait. Et voilà les conséquences directes aujourd'hui, qui a amené l'armée à prendre le pouvoir, et à un moment donné, et la vacance à Bamako a donné la chance aux islamistes de venir prendre le nord, un nord vide, mais apparemment avec un sous-sol riche en pétrole, mais un vaste territoire, donc difficile à contrôler pour un pays qui n'a pas assez de moyens, mais avec la volonté, Toumani pouvait sécuriser les frontières. Donc, la communauté internationale, aujourd'hui, nous sommes au Congo, nous sommes en Syrie, nous sommes East Timor, nous sommes dans beaucoup d'autres coins du monde, et je crois des coins du monde dont la guerre a duré, et ce n'est pas un abandon à mon avis, mais c'est l'ordre de précieux. Le cas malien est un cas récent et ils sont encore dans les premières phases de préparation, donc les phases, la phase de dialogue, comment même trouver une solution adéquate et durable pour le nord du Mali. Donc je ne sanctionne pas que ce soit un mépris ou un abandon, mais une fois encore de plus, je crois que la CEDEAO, qui est plus proche que les autres institutions internationales, devrait aller plus vite et encourager à ce que le dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York soit accéléré pour libérer les civils maliens qui cherchent à vivre aujourd'hui. Ils sont entre les mains des intégristes. Il faut quand même avoir le courage de le dire, hein, M. Chérif Ndima François. À Gao et à Menaka, les citoyens ne sont pas libres et ils ont commencé d'ailleurs à appliquer la charia à Gao. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez d'ailleurs que un jeune couple qui avait été accusé d'adultère, a bénéficié des 100 coups de fouet publiquement à Gao. Alors, vous voyez, la population est énaillée vraiment par cette rébellion du Menaka, de Ansardine et tout ce que vous connaissez, c'est corollaire pour que... donc, ces populations attendent un Samaritain qui viendrait de Bamako, mais vous voyez qu'à Bamako, les gens se suicident entre griffes, ils se battent pour le pouvoir politique. Je vous le disais en levée de rideau que l'ex-chef de la junte, le capitaine Amadou Sanogo, il est parti du pouvoir sans être définitivement parti. Il est au camp de Kati, mais il observe, il contrôle tout ce qui se passe à Bamako. Le premier ministre Modibo Diarra est donc pris dans un feu qui ne dit pas son nom. Le président Djokonda Traoré a même refusé le dernier sommet de la CEDEAO qui a eu lieu à Ouagadougou et à Abidjan. Il n'a pas fait le déplacement parce qu'il ne se sent pas peut-être en sécurité. Si un président qui a été nommé selon la loi, qui a donc été autorisé à assumer les fonctions du chef de l'État, a été agressé publiquement devant tout le monde là-bas, donc dans le palais présidentiel le 22 mai dernier, il y a matière quand même à réfléchir. Alors hier, j'étais avec un jeune Malien qui me disait que l'affaire du Nord Mali, c'est la faute au général Toumani Touré qui a laissé pourrir la situation. Vous avez brossé un tout petit peu. Il disait que le général Toumani Touré avait enrichi d'autres généraux lors de son règne pendant ses 2 mandats. Il ne faisait que donner de l'argent aux généraux et il n'achetait pas l'équipement. L'armée malienne n'a pas été dotée d'équipement, pour me résumer. Donc, les rebelles, les têtes brûlées, appelons-les comme ça, qui avaient été combattus du côté de la Libye, quand la guerre de la Libye a donc éclaté, ils sont rentrés, ces Nouman-là sont rentrés au Mali avec les armes. Ils ont été reçus au palais Koulouba. Le président, au lieu de les réintégrer dans l'armée, il a plutôt donné des millions de francs CFA à ces jeunes Maliens qui sont repartis dans le nord. Et conséquence, voilà aujourd'hui la situation. Il a été chassé du pouvoir et son remplaçant n'arrive pas à mettre fin à la rébellion. Alors, M. Chérif Ndima François, vous qui avez suivi de très près
cette situation. Vous avez brossé, mais pensez-vous que ce qui se passe au Nord Mali est la faute, je ne dis pas de la communauté internationale ou du président, les présidents qui se sont succédés au pouvoir, en commençant par Alpha Oumar Konaré? Non, je ne vais pas remonter à Alpha Oumar Konaré, puisque pendant son règne, le mouvement Touareg avait connu un apaisement pendant les 10 ans. Et oui. Surtout, oui, comme tout le monde dit, tout le monde reconnaît aujourd'hui, je crois le général Ahmad lui-même reconnaît, parce que sa reconnaissance, c'est parce que lui-même il est en exil aujourd'hui, comme les réfugiés du nord du Mali. Donc, il peut ne pas dire, mais lui-même il est victime de sa propre politique aujourd'hui. Donc, on revient toujours à savoir, quand est-ce que les Africains vont se prendre en charge eux-mêmes? La question, je ne veux pas condamner la communauté internationale qui fait déjà trop beaucoup pour protéger ces États faibles avec ces citoyens très faibles contre ces prédateurs ou ces génocidaires ou ces tueurs qui se font appeler politiciens ou généraux, je ne sais pas. Mais après le Mali, c'est les pays environnants. Après les pays environnants, c'est la CEDEAO. Après la CEDEAO, c'est l'OUA. Je crois que les pays environnants aujourd'hui, frontaliers au Mali, devraient se lever. Si la CEDEAO retarde, ces pays-là devraient envoyer des contingents dès le début du problème pour ne pas que ça traverse. Après le Mali, ça va encore envahir les autres pays qui seront considérés comme pays ou des gouvernements irresponsables qui ne vont pas sécuriser leurs frontières. On est arrivé d'attendre que ça arrive pour que les pays frontaliers devraient prendre même des petits contingents pour contenir, je ne dis pas combattre la rébellion, comment on appelle, les islamistes au nord, mais contenir des islamistes dans les territoires qu'ils ont conquis. Et ensuite, demander maintenant soit le renfort à la CEDEAO, si la CEDEAO peut donner un coup de main, et si la CEDEAO ne peut pas, on demande à l'Union africaine. Le Nigeria a une grande force, le Sud-Afrique a une grande force. Des pays comme l'Angola, des pays comme la Guinée, ils ont eu beaucoup d'expérience dans la lutte contre les rébellions. L'armée libérienne est là, l'armée sierra-léonaise est là. Ces armées-là ont combattu des rebelles. Donc, ils ont une grande expérience qu'il ne faut pas minimiser. Mais pourquoi alors on va toujours attendre que ça soit l'ONU? C'est même nos petits problèmes. C'est une région qui est une région d'ailleurs qui est dans le désert, donc facile à les retrouver. C'est pas dans la forêt, c'est pas dans la jungle de la forêt. Si des militaires guinéens, lyonnais, nigériens ont combattu des rébellions difficiles à démasquer dans les régions forestières comme à Sierra Leone ou Libéria, mais je pense que ça serait très facile pour la CEDEAO, l'Union africaine et les pays frontaliers et maintenant au-delà l'ONU pour aller dénicher et déloger et les traduire devant la justice internationale pour les crimes qu'ils ont commis. Les crimes commis au Mali n'est pas seulement contre le Mali, n'est pas contre Tombouctou, n'est pas contre le Gao, n'est pas contre les habitants. Le patrimoine culturel mondial est attaqué. Les droits individuels sont attaqués. La démocratie est à terre. Les cultures même authentiques africaines sont menacées. Mais tout est menacé. Et on ne peut pas attendre la communauté internationale toujours. Moi, je dis d'abord, par ordre, en conclusion, les pays frontaliers devraient jouer un rôle imminent et immédiat. Ensuite, la CEDEAO et l'Union africaine. Maintenant, pour tendre, si on ne peut pas, demander l'aide à l'Union africaine. Voilà, nous allons écouter, M. Chérif Nima François, restez en ligne, nous allons écouter la réaction de nos confrères de l'Observateur Palga du Burkina Faso qui écrivent ceci. La crise malienne, la CEDEAO tergiverge, Ansardine détruit. Les islamistes d'Ansardine, vous venez de brosser la situation donc, sont venus dès 5 heures du matin munis de marteaux, de haches, de pelles pour casser les mausolées de tous les saints au niveau du cimetière Sidi Mahmoud de Tombouctou. Et ils ont tout détruit, tout cassé. Racontait un Médusé, un habitant témoin de la scène. Alors, et c'est une population indignée, choquée, transie, alors, par une colère mais contenue qui a découvert au réveil le triste spectacle en cette matinée du samedi 30 juin.
Alors, une pratique obscurantiste qui ressemble à du mépris, à cette autre tristesse, spectacle des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan que les talibans avaient démoli à coups d'explosifs et d'artillerie. La culture, dit-on, c'est ce qui reste lorsque nous avons tout oublié. Alors, les islamistes d'Ansardine entendent-ils pousser cette population si meurtrie dans ses derniers retranchements? Plus loin, plus de doute, car des aveugles de Dieu estiment que détruire les mausolées est une manière de se mettre en conformité avec la charia. Il n'est pas autorisé de construire un monument sur une tombe selon un représentant de ce mouvement islamiste pour qui l'être humain ne doit pas s'élever plus haut que Dieu. Pour nous, c'est la charia et on ne va rien laisser. On va détruire tous les mausolées, poursuit donc notre confrère l'observateur. Donc les islamistes disent qu'ils vont tout détruire tous les mausolées. C'est-à-dire que le génocide culturel engagé par Ansardine ne fait que commencer. Ça, c'est la réaction de nos confrères de l'Observateur, un journal en ligne au Burkina Faso. Alors, il poursuit une destruction de mausolées que l'UNESCO a qualifiée de tragique, prévoyant car, sentant venir les choses, l'Organisation des Nations Unies en charge de la culture avait placé 2 jours auparavant Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril. C'était, on ne peut plus dire, un signal fort lancé en direction de la communauté internationale sur les dangers qui pèsent sur cette ville aux mains des islamistes depuis fin mars. On se souvient que l'UNESCO avait d'ailleurs demandé à l'Union africaine et à la même communauté internationale de faire tout leur possible pour aider à protéger Tombouctou et le tombeau des Askia. Alors je m'arrête là, Chérif Niman François, pour vous dire que visiblement la CEDEAO, l'Union africaine, voire la communauté internationale n'ont pas encore fini de tergiverser, de se dépêcher lentement pour se décider enfin à prendre à bras le corps le problème malien, plutôt que de faire montrer à travers des soporifiques rencontres au sommet, sporadiques donc rencontres au sommet, et des discours convenus, étalage de leur impuissance à combattre l'hydre islamiste au Nord Mali. Alors vous voyez la réaction de nos confrères, vous qui avez tout à l'heure dit qu'on ne devait pas attendre la communauté internationale. L'UNESCO avait sonné l'alarme en disant, en demandant à la CEDEAO et à l'Union africaine de tout faire pour protéger les monuments et sites historiques classés patrimoine de l'UNESCO, mais cela n'a pas été fait. Ansardine a tout détruit. Alors, pensez-vous que l'Union africaine, vous l'avez dit, vous demandez à la CEDEAO surtout de se presser, d'aller très vite pour sauver le Nord Mali. Mais qu'est-ce que la CEDEAO peut encore sauver dans le Nord Mali, Chérif Niman François? Non, d'abord, je n'ai pas dit, j'ai dit la première réaction à l'échec de l'armée malienne vis-à-vis des islamistes. Je crois que c'est les pays frontaliers du Mali d'abord qui devraient se dire, si Mali est victime aujourd'hui parce qu'il faisait frontière avec la Libye, il devrait être victime aujourd'hui parce que c'est frontière avec le Mali. C'est la logique simple. Donc, simplement, j'ai dit, si la CEDEAO, c'est des tribunes de diplomatie. L'Union africaine, les mêmes théories de diplomatie. Les Nations Unies encore, c'est vraiment le papa la fondation des diplomaties internationales. Donc là-bas, vous pouvez passer pour faire passer une loi, une résolution pour décider, et vous pouvez faire 1 an avant d'intervenir sur le terrain. Alors cependant, que les pays frontaliers avec le Mali n'avaient pas à attendre un ordre venant de nulle part ou des votes pour agir. Parce que d'abord, c'est pas en défendant leur intérêt, ensuite en défendant l'intérêt du Mali. Et ce qu'on a sauvé aujourd'hui au nord du Mali, c'est d'abord, les civils qui sont restés, et 2, la culture qui sont en train de nettoyer pour imposer une volonté contraire à la volonté de ces populations locales. Et troisièmement, la démocratie qui est en train de s'éroder. Les principes démocratiques qui sont en train de s'éroder, alors que toute la communauté se bat pour renforcer aujourd'hui les capacités démocratiques dans ces pays-là. Dans la sous-région. Donc l'héritage, quatrièmement, l'héritage est en train ils sont en train de détruire tout l'héritage de l'humanité. Alors qu'on peut tout sauver, puisque
aujourd'hui on peut reconstruire toujours avec les mêmes pièces, avec les mêmes si même si c'est l'argile qu'on avait construit ces mausolées, on peut reconstruire ces mausolées. Avec tout ce qui reste, on peut toujours encore sauver, puisque tout n'est pas détruit. Il y en a encore à sauver. Tant qu'il y a les âmes humaines, il y aura les traces humaines. Et tant qu'il y a les traces humaines, l'UNESCO est intéressé à ces traces humaines-là. On peut les sauver. Il y a beaucoup à sauver encore, Georges. Je crois que les pays frontaliers, la CEDEAO, l'Union africaine n'ont pas à attendre l'ONU. Tout ça va prendre longtemps. Très bien. Mesdames et messieurs, je vous signale que vous écoutiez Chérif Iniman François, politologue guinéo-africain, américain, basé ici dans la région de Washington, dans le district de Columbia, capitale fédérale des États-Unis. Alors, l'émission tire à sa fin, mais avant qu'on ne finisse cette émission, nous allons vous faire lire un extrait de la déclaration publique sortie du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, c'était à Abidjan, sur la crise malienne. Alors voici, les participants saluent, selon donc cette déclaration, selon la CEDEAO, selon ce dernier sommet, les participants saluent le président en exercice de la CEDEAO, le président en exercice de l'Union africaine, le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne et l'ensemble des chefs d'État pour leur engagement en faveur du Mali dans sa noble mission de recouvrement des territoires occupés, de lutte pour le retour de la paix, la restauration et le respect des principes et valeurs humaines et démocratiques. Alors, le retour, ils ont noté ceci. Le retour complet à l'ordre constitutionnel et le rétablissement du président de la transition dans la plénitude de ses pouvoirs. 2. La prorogation des mandats des conseillers nationaux et de ceux des membres du Conseil économique, social et culturel. La constitution d'un gouvernement d'union nationale, un appui financier conséquent de la communauté internationale, un dialogue constructif avec les organes de la transition. Convaincu que le présent forum se tient à un moment où le Mali a plus que jamais besoin de ses pairs pour juguler des questions institutionnelles, insurrectionnelles et sécuritaires qui menacent aujourd'hui son existence, les participants réaffirment leur engagement au renforcement du dialogue intergroupement qui a touché ces derniers jours les sensibilités les plus opposées, créer un environnement propice pour que les appuis de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies reposent sur un socle intérieur solide. Conscient plutôt que sans un exécutif fort et une armée réconciliée et renforcée par des appuis extérieurs, il serait illusoire d'espérer amorcer une sortie de crise institutionnelle et le recouvrement des territoires sous occupation. Les participants saluent les mesures pertinentes proposées par la CEDEAO et souhaitent un suivi rigoureux de ces derniers. Il s'agit notamment de, on va donc voir la teneur de ces mesures, la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, l'envoi d'une mission technique d'évaluation à l'effet des préparatifs du terrain pour l'arrivée des forces de la CEDEAO, MISEMA, la formation d'un gouvernement inclusif, la nécessité d'adopter une feuille de route de la transition, l'attention accordée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la requête de la CEDEAO pour une résolution autorisant le déploiement des troupes au Mali. Par rapport au gouvernement, alors, eu égard aux tâches prioritaires qui ont été assignées au gouvernement de transition et au regard du bilan et à la gestion de l'équipe actuelle, les participants au sommet recommandent la formation d'un gouvernement d'union nationale conformément à l'accord cadre et bénéficiant de la caution politique et sociale la plus large possible. L'application de toutes ces mesures préconisées devra se faire à Bamako en concertation avec toutes les forces vives de la nation. Alors, la feuille de route plutôt du gouvernement d'union nationale de transition sera composée comme suit. Les participants recommandent l'élaboration et l'adoption d'une feuille de route gouvernementale axée sur les domaines ci-après. La saisine des Nations Unies par le gouvernement de la République du Mali pour l'envoi d'une force internationale en vue de la sécurisation des organes de transition et le recouvrement des régions occupées, la remobilisation et la réconciliation des forces armées maliennes
pour recouvrement de l'intégrité du territoire national et œuvrer pour le retour à la paix et à la réconciliation nationale. L'organisation et le retour des populations déplacées et des réfugiés, l'apport des réponses appropriées aux familles victimes civiles et militaires, l'organisation d'un congrès extraordinaire du peuple malien convoqué par le président de la transition, l'organisation des élections démocratiques, libres, crédibles et transparentes, l'état des lieux de l'armée et le rétablissement de la chaîne de commandement, renforcer, remobiliser et renforcer les forces armées et de sécurité, le respect de l'état de droit et des libertés individuelles et collectives. Alors, M. Chérif Niman François, je m'arrête là pour vous dire que, alors que c'est vraiment les grandes lignes du dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a eu lieu donc à Abidjan et voilà donc les teneurs. En conclusion, quel dernier mot avez-vous sur la crise malienne avant qu'on ne ferme les portes des fenêtres de cette émission d'aujourd'hui, Chérif Niman François? Oui, encore une fois, c'était un plaisir pour être là ce soir. La crise malienne, je pense que, comme j'ai dit, le dernier mot reste toujours que les pays frontaliers doivent prendre les choses à temps, doivent agir. Tout ce que nous avons vu, quand la rébellion a commencé au Libéria, les pays voisins n'ont pas pris des dispositions pour sécuriser leurs frontières à temps. On a connu, par la suite, Taylor a soutenu la rébellion au Libéria. Nous avons connu la rébellion traversée à l'an 2000 de la Sierra Leone vers la Guinée. Oui. Des vies ont été victimes. Nous avons vu le mouvement, à un moment donné, continuer à Côte d'Ivoire. Mais, Georges, je crois que intellectuels africains, hommes politiques et décideurs, ou penseurs ou écrivains doivent voir et juger la réalité. Si les militaires africains, les officiers, les hauts commandements ne sont pas aussi intelligents à prévoir ensemble avec les hommes politiques que si nous ne mettons pas fin, nous ne continuons pas les mouvements rebelles là, où ils sont rentrés, nous serons victimes. S'ils ne peuvent pas le faire, je crois nous au moins, qui avons les tribunes libres de s'exprimer, nous allons le faire comme vous le faites, en nous donnant l'opportunité au moins de les inviter, de dire ce que nous pensons et de les inviter à venir écouter pour proposer des solutions concrètes. Parce que nos solutions ne sont pas dans l'intérêt d'un mouvement politique ou d'un individu, mais nos solutions, c'est par rapport à la gestion de ce qui s'est passé et trouver une solution adéquate à ce qui est en train de fatiguer les Africains et les Maliens, surtout les populations civiles et pauvres du nord du Mali, en prenant des exemples concrets, comme je viens de citer, les rébellions qui ont envahi toute l'Afrique de l'Ouest à un moment donné, qui est en train d'envahir toute l'Afrique centrale. Mais dites aux Africains qu'est-ce qu'ils attendent, les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils attendent, le commandement militaire, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc, mon dernier mot, c'est les pays frontaliers ont une obligation pour leur propre sécurité. D'abord, ensuite, la sécurité du Mali, avant d'attendre les tribunes diplomatiques de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous écoutiez le politologue guinéo-américain, Chérif Niman François qui me cède l'antenne dans cette grande émission, la 78e de Washington Débat, Washington où il est 16h29, Washington où la température ne cesse de grimper. Nous sommes à un peu plus de 45 degrés Celsius, 103 ici dans la capitale fédérale. Il fait excessivement chaud et les médecins et météorologistes conseillent à tout le monde de rester à la maison et de boire beaucoup d'eau, surtout les enfants, les moins âgés, de rester à la maison et de boire beaucoup d'eau. Alors, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission. C'était au micro Georges Léonard Sagno. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres émissions. Alors, tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Nous pensons que vous avez écouté avec plaisir ce politologue et analyste guinéo-américain, M. Chérif Niman François, qui est toujours sur nos antennes. Merci de votre disponibilité. On se reprend la semaine prochaine pour d'autres débats. Rappelez-vous que Radio Guinée est en mutation.
Bientôt, Radio Guinée deviendra Radio Top Africa, praticable à www.radiotopafrica.com. C'est la fin de cette émission. Bonne soirée chez vous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Pratiquez toujours Radio Guinée, radiotopafrica.com. Et retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication. Merci également à notre confrère El Hadj Koudra Maliro qui est en ce moment même en ligne sur Facebook, qui a tout fait pour se connecter, que la cabine technique a tout fait aussi pour le connecter, mais impossible. Ce n'est que partie remise. Toutes nos excuses à tous les millions d'auditeurs et auditrices qui étaient en ligne et qui n'ont pas pu intervenir dans cette émission. Encore une fois, c'était au micro Georges Derouna Sagno. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end chez vous. Bonne soirée.